Deuxième épisode de cette série de podcasts chez Matt, édition spéciale championnat du monde. On se retrouve avec Jérôme Houdin. Bonjour Jérôme, comment vas-tu ? Très bien, bonjour Antonin. Est-ce que tu es prêt pour cet épisode particulier où on retourne dans le passé ? On va non pas parler du championnat du monde actuel, mais des champions du monde du passé. Eh oui, on est parti, parce qu'effectivement, depuis 1886, 16 champions du monde se sont succédés. Alors, on expliquera un moment pourquoi 16, d'aucuns diront que c'est pas forcément le chiffre qu'ils retiennent. Mais 16 champions du monde en 135 ans, ça fait pas beaucoup. J'ai pas calculé le nombre de papes sur la même période, mais effectivement, on se rend bien compte que ce titre de champion du monde, il est pas facile de l'obtenir. Ouais, il n'y a pas de petite mointure, il y a vraiment que des joueurs de légende. Ouais, c'est absolument étonnant, effectivement. Il y a pas de second couteau, si on peut dire ça, ce qui arrive parfois dans d'autres sports, mais là, on a vraiment que des légendes. Et on commence avec Steinitz, du coup, qui est le premier champion du monde. Steinitz, c'est quelqu'un qui apporte une petite révolution dans le monde des échecs parce que c'est un petit peu l'inventeur du jeu stratégique. Exactement, c'est assez étonnant d'ailleurs et c'est assez magnifique que William Steinitz soit le premier champion du monde parce que c'est vraiment un révolutionnaire. C'est-à-dire qu'il y a le jeu avant Steinitz et il y a le jeu après Steinitz. Pour faire court, avant Steinitz, on est dans une période d'attaque à tout va, de sacrifices variés dans tous les sens. Le meilleur joueur à ce moment-là, dans les années qui précèdent, c'est Andersen, qui est un attaquant incroyable. Et William Steinitz, lui, découvre le jeu positionnel, l'importance des pions, l'importance de la coopération, des petits avantages, etc. Et effectivement, aujourd'hui, même un joueur à 1300 Elo est d'une certaine manière un héritier de William Steinitz parce que tous les profs d'échecs ou tous les bouquins d'échecs parlent des principes de Steinitz. Par exemple, pour lui, le gain d'un seul pion pendant une partie devait suffire à amener la victoire, ce qui est évident pour nous, mais c'est une idée totalement nouvelle à l'époque. Personne n'avait admis ça. Eh bien évidemment, est-ce qu'on sacrifiait les fous, les cavaliers, les tours à tour de bras ? Alors, l'idée de se dire que la perte ou l'avantage d'un seul pion pouvait faire basculer une partie, c'est sûr que c'était pas dans l'ADN de beaucoup de joueurs de l'époque. Mais c'est un joueur à l'époque, justement, en lien avec son style, qui ne suscite pas tant que ça l'engouement chez les foules. Il remporte beaucoup de victoires, mais c'est pas un style spectaculaire comme ce qu'on peut trouver par exemple chez Andersen. Ah, c'est certain que si William Steinitz jouait aujourd'hui, il serait sans doute pas la star de Twitch ou de YouTube. Un jeu, alors non pas aride, mais voilà, effectivement un jeu précis sur des nouveaux concepts, assez en avance quand même sur son temps. Et puis quelqu'un qui avait un caractère pas très très agréable, semble-t-il. Quelqu'un de bougon, d'un peu grognon. Enfin, on peut pas dire qu'il faisait autour de lui, qu'il y avait beaucoup de fans parmi les joueurs de l'époque. Non, c'était quelqu'un d'assez grognon, semble-t-il. Alors, c'est le premier champion du monde. Justement, quand il arrive, le titre officiel n'existe pas. C'est son match contre l'Allemand Andersen dont on a parlé. Qui va le faire, il va gagner ce match. Personne ne pariait au départ sur sa victoire et il se proclame lui-même le meilleur joueur du monde. C'est pas officiel forcément. Le titre officiel de champion du monde, ça arrivera en 1886 seulement avec un match contre Zukertort qui commençait à faire de très bons résultats dans plusieurs tournois et ça commençait un petit peu, il pouvait contester le titre officieux de meilleur joueur du monde à Steinitz. Donc on va organiser le championnat du monde officiel. Exactement, c'est-à-dire que depuis la Révolution française, on va dire, depuis Philidor, les gens étaient à peu près d'accord pour dire un tel est le meilleur joueur de son temps, Philidor, Saint-Amand, La Bourdonnais, Paul Morphy ou d'autres. Mais effectivement, dans la deuxième partie du 19e siècle, les tournois commencent à se multiplier, donc les résultats sont plus nombreux et il y a une anecdote assez fameuse qui fait que lors d'un toast d'un tournoi, le responsable du tournoi, je lève mon verre au meilleur joueur du monde, dans sa tête au singulier, et Steinitz et Zukertort se lèvent tous les deux. Donc à un moment, il fallait pouvoir trancher. Il y a des mécènes qui ont commencé à mettre un peu d'argent. Et effectivement, en 1886, à New York, à Saint-Louis et à la Nouvelle-Orléans, se déroule ce match avec
de manière totalement assumée, le vainqueur sera déclaré champion du monde. C'est un match où Steinitz se fait au départ totalement dominer. Dans les 5 premières parties, il perd 4-1, donc en faveur de Zukertort. Mais ensuite, il va réussir à remonter. Il va concéder qu'une seule défaite par la suite, puisque ça se finit sur le score de 10-5, et il devient champion du monde. Et voilà. Et effectivement, il faut savoir qu'à l'époque, était déclaré champion du monde le premier joueur à gagner 10 parties, et non pas à marquer 10 points. C'est-à-dire que pendant très longtemps dans le championnat du monde, la partie nulle ne vaut rien. Il faut gagner 10 parties ou 6 parties. Et là, effectivement, on a un score de 10-5 en 20 parties, en fait. Ensuite, le gros joueur qui vient après lui, c'est Lasker. Lasker, c'est un jeune homme qu'on dit talentueux, mais sans plus, il n'est pas vraiment impressionnant au moment de sa victoire contre Steinitz. Il est professionnel depuis l'âge de 23 ans et il avait aussi de nombreux centres d'intérêt. Les mathématiques, la philosophie, c'est 2 domaines où il a un doctorat. Il débattait par exemple de la relativité générale avec son ami Einstein. À la fin de sa vie, il a même écrit un ouvrage de sociologie qui s'appelle La communauté du futur. Et il a une approche des échecs totalement différente de Steinitz. Alors tout à fait. Alors effectivement, Emmanuel Lasker, on peut juste rappeler que quand même le principe, à l'époque, le championnat du monde, une fois qu'on est champion du monde, donc Steinitz pour la première fois, en fait, le champion du monde a le choix d'honorer ou pas les défis qui lui sont lancés par des adversaires pour reprendre son titre. On a quelque chose d'assez féodal, genre je jette mon gant, et ce qui fait que donc Steinitz en fait va défendre son titre 2 fois contre le Russe Mikhail Chigorin et une fois contre Ginsberg. Et en 1894, effectivement, c'est le jeune Emmanuel Lasker qui se présente face à lui. Alors Lasker, c'est quelqu'un qu'on peut qualifier, d'ailleurs tout au long de sa carrière, qui va être brillantissime, comme joueur amateur. C'est-à-dire, comme tu l'as dit, Antonin, il est philosophe, il est mathématicien, alors que William Steinitz est un professionnel qui ne se consacre qu'aux échecs. Et effectivement, Lasker, lui, plutôt que de jouer la position, décide de jouer l'adversaire. Et là aussi, c'est une leçon que tous les joueurs appliquent encore aujourd'hui, quel que soit leur niveau. Voilà, Lasker pouvait choisir des variantes faibles pour éventuellement faire croire à son adversaire qu'il allait prendre l'avantage, etc. Il y avait un aspect psychologique, un aspect d'homme à homme. Et pour lui, les échecs, c'était pas la lutte entre 2 intelligences, c'était la lutte entre 2 volontés. Et c'est aussi ce qui fait que il n'y avait pas de manière de jouer à la Lasker. Il s'adaptait à son adversaire pour jouer toutes les ouvertures possibles, avec un style très réaliste, en s'appuyant sur les défaites, sur les faiblesses et les forces de ses adversaires. Tout à fait. Et son règne sera très très long, puisqu'il sera champion du monde pour la première fois en 1894 et rendra son titre à Capablanca en 1921. Alors certes, entre 1897 et 1906, il n'a pas remis son titre en jeu, mais il a joué en 1907 contre Frank Marshall, qui est un des meilleurs attaquants de l'histoire des échecs. Dans le même genre, en 1910, il joue contre David Janowski, qui est lui aussi un attaquant fou furieux. David Janowski, français, donc le premier français à disputer un match de championnat du monde. Il va jouer aussi contre Tarak, le Principae Germenae, vraiment le professeur, et voilà, et contre Karl Schleckler, contre lequel il fait match nul, 5 points partout. Le privilège étant qu'il faut battre le champion du monde pour devenir champion du monde. Et quand un match de championnat du monde se termine à cette époque, ça va durer pendant un certain temps, par une égalité, eh bien c'est le champion en titre qui conserve son titre. Donc effectivement, pendant presque 30 ans, Lasker va disputer et garder son titre jusqu'à 1921. Le joueur qui arrivera à le détrôner, ce sera Capablanca. Capablanca que Lasker refuse pendant longtemps d'affronter, parce que peut-être qu'il a un petit peu peur. Il sort aussi des petites excuses en disant que Capablanca serait pas assez fort et qu'il doit se confirmer son niveau, qu'il a gagné que quelques petits tournois. Mais au bout d'un moment, après la Seconde Guerre mondiale, Capablanca a fait ses preuves. Lasker ne peut plus refuser de répondre aux demandes de match du challenger. Au départ, il se passe quelque chose d'assez étrange. Il dit d'abord qu'il va se retirer des échecs et qu'il laisse le titre tout simplement à Capablanca. Mais ça ne plaît pas à Capablanca. Il veut gagner avec les honneurs et il veut battre le champion du monde. Donc la Havane, parce que Capablanca bien sûr est cubain, la Havane propose une bourse de $20,000 pour que le match ait bel et bien lieu.
Lasker accepte ce match qui va se dérouler en 24 parties. C'est un match assez compliqué. On peut dire ça comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, on revit avec ce match Capablanca-Lasker un peu ce que Lasker a vécu, mais en miroir avec Steinitz, à savoir un champion du monde en titre vieillissant face à un jeune loup, entre guillemets. Et effectivement, Lasker n'est pas en excellente santé. Lasker est un peu fatigué. Et d'ailleurs, il va abandonner ce championnat du monde après 14 parties, en étant mené 9 parties à 5. Il cherche, comme très souvent, on va le voir comme beaucoup de joueurs, après une défaite, il cherche un petit peu des excuses. Il dit que c'est la chaleur cubaine qui fait beaucoup trop chaud, mais on n'est pas sûr que ce soit vrai. Mais ça, on a ça dans n'importe quel tournoi rapide du dimanche. Moi, je sais que je n'ai jamais battu, comme disait l'autre, je n'ai jamais battu un adversaire en bonne santé. Toujours, il y avait toujours quelque chose, ça fait partie de la grande tradition. Il paraît que les chasseurs sont pareils. Il y avait du brouillard ce matin-là, etc. Donc voilà. Non, Lasker est comme tous les joueurs d'échecs. Un petit peu de mauvaise foi ne nuit pas. Capablanca, après, il va acquérir un niveau très fort. Il sera très solide et il va largement dominer ses contemporains. Certains diront même qu'on a l'impression qu'il est invincible, Capablanca. Quand on regarde les séries de parties d'affilée sans défaite de Capablanca, c'est absolument exceptionnel. C'est effectivement un joueur invincible. On va retrouver ça quelques années plus tard avec Magnus Carlsen qui, pendant 125 parties de 2010, va être invaincu. Et avant, il y avait que Capablanca pour faire des choses pareilles. Donc effectivement, un joueur extrêmement solide. Là aussi... au style peu spectaculaire, mais d'une redoutable efficacité. Et très, très profitable pour tous les joueurs d'échecs. On dit souvent qu'il a un très grand naturel dans son jeu et qu'il aurait appris, on ne sait pas si c'est une légende ou si c'est la vérité, enfin en tout cas on sait qu'il a appris les échecs en regardant son père jouer dans un club d'échecs, mais la version qui serait peut-être une légende, ça serait qu'il aurait battu son père ou un amateur du club, selon la légende, à 4 ans, à sa première partie. Oui, c'est ça. Ça fait partie des... Alors, Capablanca, il est légendaire à la fois parce que on disait de Steinitz que c'était un bougon. Capablanca, on a affaire vraiment à un dandy, quoi. Regardez les photos de Capablanca, il est toujours hyper bien habillé, les costumes incroyables, homme à femme, enfin vraiment... Voilà, une image comme ça. Et effectivement, la légende veut qu'en regardant son père et un voisin, alors qu'il a 4-5 ans, jouer aux échecs, il comprend le mécanisme du jeu, il comprend les règles, et il va même plus loin, puisque à la fin de la partie, il dit « Ouais, mais si t'avais joué ça au lieu de ça, t'aurais gagné. » Donc, sans doute légende, mais par contre, il est évident que la précocité de Capablanca est complètement avérée. Il y a un autre point particulier sur Capablanca, c'est qu'à un certain moment, il se forge la conviction qu'il serait impossible pour un autre joueur de le battre s'il ne commet pas d'erreurs grossières. Et même, il dit que le jeu d'échecs serait proche d'être résolu et que finalement, bientôt, il n'y aurait plus d'intérêt au jeu d'échecs. En fait, 2 très bons joueurs ne feraient presque que des nuls. Alors ça, c'est quelque chose qui dure depuis à peu près la naissance des échecs. Effectivement, la partie nulle fait partie du jeu, elle est même sans doute le résultat le plus probable, en tout cas à haut niveau, s'il n'y a pas un déficit de niveau. Et effectivement, Capablanca lui-même étant invaincu, ou très peu souvent défait, se dit je vais inventer autre chose. Donc il avait prévu de rajouter des pièces, etc. L'avenir lui a fort heureusement donné tort. C'est qu'à un moment, il faut juste changer de manière de jouer. Il faut, Et donc, on l'a vu avec une période romantique où on attaquait à tout va. Steinitz ramène un peu de science et de jeu positionnel. Et puis après, on va avoir, avec Alekhine, avec Nimzowitsch dans les années 20, l'école hyper moderne qui va encore amener autre chose. Donc là, Capablanca a peut-être un peu manqué d'imagination en disant oui, le jeu semblait sclérosé quand on jouait contre lui. Il suffisait, et il va l'apprendre un peu à ses dépens en 1927, de jouer un peu autrement. Ouais, c'est Alekhine qui est un petit peu tout l'inverse, parce que pour lui, les échecs, c'est un art. C'est Alekhine qui viendra mettre un terme aux ardeurs de Capablanca. Absolument. 1927, championnat du monde Alekhine Capablanca à Buenos Aires, et Alekhine remporte à 6-3 ce championnat du monde, qu'il commence comme russe et qu'il termine comme français.
puisque sa naturalisation intervient en cours de championnat du monde. Et donc Alekhine est le premier champion du monde français. La suite de sa carrière sera un petit peu moins glorieuse, à la fois parce qu'il refusera de redonner sa chance à Capablanca, ce qui aurait quand même été... pour nous, amateurs d'échecs, on aurait quand même voulu voir des matchs revanche. Ça aurait pu être extrêmement sympathique. Et puis, effectivement, la Seconde Guerre mondiale qui donne une image très contrastée, c'est le moins qu'on puisse dire, d'Alexandre Alekhine, puisque il a rédigé des articles plutôt antisémites ou même carrément antisémites dans des revues échiquéennes, dont lui-même dit qu'on les a signés pour lui, mais que ce n'est pas lui qui les a rédigés, en tout cas. Ça serait parce que les Allemands détenaient sa femme et ses enfants. Voilà, donc là, aujourd'hui, le mystère demeure un peu. Mais certains joueurs ont dit que Alekhine avait déjà des positions antisémites avant le début de la guerre. Donc, Oui, non, mais là-dessus, voilà, c'était... Et puis, c'était quelqu'un qui pouvait avoir des sautes d'humeur et des éléments particuliers, puisque Alekhine est quand même resté champion du monde de 1927 jusqu'à son décès en 1946. Voilà, et donc en 1929 et 1934, il affronte Bogolyubov. Alors Bogolyubov qui a une histoire intéressante, puisque donc lui aussi est russe, mais il fait partie de ces joueurs qui sont arrêtés en 1914 lors du tournoi de Mannheim en tant que russe. Et en fait, Bogolyubov va rester en Allemagne, va tomber amoureux et va prendre la nationalité allemande. Et ensuite, en 1935, Alekhine affronte Max Euwe, un Néerlandais, et il perd, tout simplement, à la grande surprise. Alors là, tout le monde se demande ce qui se passe. Et en fait, faut être clair, Alekhine picole à cette période-là, et manifestement, voilà, son championnat du monde est marqué par l'alcool et l'ébriété, et en 1937, quand c'est le match revanche, puisque très souvent le champion, lorsqu'il est défait, a droit à un match revanche dans les mois ou dans l'année qui suit, il va écraser cette fois-ci Max Euwe. 1937, donc la Seconde Guerre mondiale s'approche. En 1939, il doit normalement affronter un jeune soviétique qui s'appelle Mikhail Botvinnik. Évidemment, la Seconde Guerre mondiale va empêcher le déroulement en 1939 de ce championnat du monde. Et en 1946, et la chose étrange, c'est-à-dire que le 23 mars 1946, la Fédération internationale des échecs, qui a été créée en 1924, donne son accord pour un match de championnat du monde entre Alekhine et Mikhail Botvinnik. Et 2 jours après, le 25 mars, on retrouve Alexander Alekhine mort à Estoril, au Portugal, sans qu'on sache vraiment de quoi il est mort. Donc un mystère de plus autour de ce monsieur. On peut regretter que ce match n'ait pas ait eu lieu, mais aussi que le match contre Capablanca, parce que Alekhine avait quand même, il faut le rappeler, il avait promis de choisir Capablanca comme challenger. Il n'a pas tenu sa promesse, donc on n'a jamais eu ce match retour. Ah ouais, non, ça c'est vrai, c'est vraiment dommage. Ceci dit, indépendamment du portrait un peu sombre que l'on peut tracer à bon droit d'Alexandre Alekhine, on a affaire à un joueur exceptionnel. On a vraiment affaire à un joueur qui fait vraiment la synthèse de tout ce que l'histoire des échecs a pu amener à cette époque-là. Voilà, il sait jouer des attaques brillantes, il sait jouer des parties solides, il a totalement intégré les préceptes de l'école hypermoderne qui veut que le centre se contrôle, en particulier avec les fous en fianchetto, plutôt qu'il ne se maintient par les pions. Donc on a quand même affaire à un immense joueur, un personnage un peu plus sombre. Et pour la première fois, on a un champion du monde qui meurt avec son titre. Et ça pose un gros problème pour la suite du cycle des champions du monde. D'ailleurs, je voulais juste rajouter un truc assez intéressant, un point intéressant sur Alekhine. Il avait un grand talent pour les parties à l'aveugle. Il a eu le record de simultané à l'aveugle en 1925. Tout de même 28 adversaires. Je crois qu'il a remporté 23 parties sur les 28 et quelques nuls. Il y a une petite anecdote à ce sujet. Il y a François Le Lyonnais, qui était un de ses amis. Il rapporte dans son livre Le Dictionnaire des échecs qu'il était en train de déjeuner avec Alekhine et il lui parle d'une partie de Anderson où Anderson est vraiment en difficulté et parvient à trouver, on ne sait pas comment, une nulle par répétition. François Le Lyonnais, lui, écrit en code la position sur un papier. Alekhine regarde le papier, réfléchit quelques minutes et se relève d'un coup et dit
Andersen aurait pu gagner. Donc voilà, en quelques minutes, il avait retrouvé à l'aveugle une combinaison que Andersen n'avait pas été capable de trouver sur l'échiquier. Ah oui, un génie, un vrai génie. Et d'ailleurs, si vous voulez en savoir plus, puisque les fêtes de Noël approchent, c'est peut-être le moment de se faire offrir un livre. Alors j'ai oublié le nom de l'auteur à cet instant, mais c'est chez Gallimard, dans la collection La Blanche, ça s'appelle La Diagonale à l'Équine. C'est un excellent roman, fort bien écrit et assez intéressant, justement sur Alexandre Alekhine et sa vie, son œuvre et ses dernières années. Je vous recommande chaudement ce bouquin. Sur ce, on va vous laisser là et on se retrouve le 2 décembre pour la suite de ce podcast sur l'histoire des grands champions du monde. Et je laisse le dernier mot à Jérôme. Eh bien, à bientôt. Salut Antonin.